Ça dépassait de loin les conflits habituels qu'on peut avoir en famille. Si j'ai bien compris, il y avait des bagarres qui se déclenchaient sans raison particulière. Le père piquait des crises de rage terribles. Et Ronald DeFeo en était souvent la victime. Les amis de Ronald avaient peur d'entrer dans la maison parce qu'ils avaient peur de son père. On a un témoignage selon lequel le père a battu sa femme en présence des amis de Ronald. Ce genre de violence conduit souvent à d'autres violences envers ceux qui sont plus faibles et plus soumis. Donc, au-delà de ces belles apparences tranquilles, il y avait des problèmes dans la famille. Beaucoup de gens m'ont parlé des mauvais traitements que son père lui avait infligés dans son enfance. Mais on a aussi des témoignages de l'amour que lui portait sa mère et des relations étroites qu'il avait avec ses frères et l'une de ses sœurs. En résumé, il avait une personnalité difficile, peu ordinaire. On était une famille très unie, vous savez. C'est dommage ce qui est arrivé. Mais c'est arrivé. Ronald DeFeo, dès son emprisonnement, a commencé à délirer, en racontant que c'était le diable qui lui avait fait faire ça. Un pasteur m'a observé dans la salle du tribunal pendant que je faisais ma déposition. Selon lui, pour parler comme ça, il fallait que je sois possédé par le démon. Je crois qu'il lui manquait une case. Il fallait qu'il soit cinglé pour tuer toute sa famille, ou au moins en train de le devenir. J'ai demandé à un ami et associé, le docteur Daniel Schwartz, de l'examiner. Son avis de professionnel, c'est que Donald a agi dans un état de conscience altéré. Il ne comprenait pas la nature de ses actes. Il ne savait pas que ce qu'il faisait, c'était mal. Je ne me contrôlais pas. Je n'étais pas en contact avec la réalité au moment où j'ai fait ce que j'ai fait. Je n'avais aucun contrôle. Weber décida de plaider la folie. Quand il procéda à l'interrogatoire de son client pour savoir ce qui s'était passé la nuit des meurtres, Ronald lui décrivit une suite d'événements étranges qui lancèrent les controverses sur la véritable identité du ou des coupables. Ronald avait pris je ne sais quelle drogue. Il regardait un film de guerre à la télévision. À la fin du film, Ronald était seul dans la pièce. Il a dit au départ qu'il pensait avoir entendu des membres de sa famille dans une autre pièce qui complotaient de l'assassiner. Une chose qu'il a dite, et parfois il la disait en ricanant, donc je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais il a dit, une femme au manoir m'a donné le fusil, et j'y ai été, et j'ai tué tout le monde. Selon son témoignage original, à un moment donné, un démon aux mains noires couvert d'une capuche lui a donné l'arme. Et il est monté à l'étage et il a commis le meurtre. Il a dit le meurtre, pas les meurtres. Pendant le procès, un expert a soutenu que DeFeo n'avait peut-être pas agi seul. Herman Reyes était criminologue, cité par la défense. Pendant un huis clos, on avait fait sortir le public. Herman Reyes a déclaré au juge et au procureur que certains corps avaient été déplacés, qu'ils n'avaient pas tous été tués là où on les avait trouvés. Il a aussi déclaré qu'il croyait que plusieurs armes avaient servi, et pas juste un fusil de chasse. Bizarrement, bien des années plus tard, le journaliste Rick Moran fut contacté par un agent de la brigade des stupéfiants qui lui apprit que la maison des DeFeo était sous surveillance à l'époque des meurtres et qu'il avait vu la sœur de Ronald, Dawn, sortir de la maison. La nuit du meurtre, ce policier a vu Dawn DeFeo sortir de la maison avec un fusil. Elle était vêtue d'un sweat à capuche et portait des gants. Il l'a vu jeter le fusil sur le siège arrière de sa voiture et filer en direction de la pointe où se trouve un quai d'embarquement. C'est exactement là qu'on a retrouvé le fusil, mais la police pense que c'était plus tard. Quand Ronald raconte qu'un démon aux mains noires avec une capuche s'est approché de lui et lui a donné l'arme, et qu'il n'a pas bougé, je crois que c'est vrai. Je crois qu'il n'était pas en état de bouger. Le démon dont il parle, c'était sa propre sœur. La chemise de nuit de Dawn DeFeo porte des traces de poudre non brûlée, ce qui indique qu'elle a peut-être tiré avec ce fusil cette nuit-là. La théorie de Moran, c'est que Ronald et sa sœur Dawn avaient comploté l'assassinat de leurs parents.
Je pense que la nuit où ils ont décidé de faire ça, Ronald n'était pas en état de le faire, et que Don a pris le fusil et a commis les meurtres. Malheureusement, dans la frénésie de l'action, elle a apparemment décidé qu'elle allait tuer tout le monde. J'ai toujours pensé qu'effectivement, il y avait quelque chose de spécial entre Ronald DeFeo et sa sœur Dawn. Certains disent que c'était incestueux, je ne sais pas, mais il y avait une relation spéciale, un lien particulier. Peut-être le lien du secret. C'est elle qui a été tuée le plus violemment, sa tête a complètement explosé. La théorie, c'est que Don DeFeo a tué toute sa famille et que Ronald, de désespoir, a tué Don. Il est responsable d'un meurtre, ce qui expliquerait la réaction du grand-père. Prends tout sur ton dos. Parce que c'était le seul survivant et qu'il ne voulait pas que les relations entre les membres de la famille soient exposées davantage ou le nom de la famille sali. Mais en février 1975, Ronald DeFeo fut jugé responsable de ses actes, déclaré coupable de tous les meurtres et condamné à 6 peines de prison à perpétuité. La maison DeFeo, au 112 Ocean Avenue, fut mise en vente à un prix très bas, à cause de son histoire sinistre. C'est alors que George et Kathy Lutz, un jeune couple avec 3 enfants, visita les lieux et que débuta un nouveau chapitre dans l'histoire extraordinaire de cette maison. Quand on a déjà visité un certain nombre de maisons, on finit par sentir ce qui vous convient ou pas. On n'avait aucune réticence envers cette maison. Elle répondait si bien à nos besoins qu'on a pensé que c'était pratiquement l'idéal pour nous. Nous avons discuté ensemble, en famille, des événements qui s'étaient déroulés dans la maison, et la conclusion, c'est qu'aucun d'entre nous ne se sentait mal à l'aise à cause de ce passé. Mais nous n'avions pas envisagé la possibilité que quelque chose de résiduel soit encore là. D'après la famille Lutz, des choses troublantes leur sont arrivées dès le début. Harry a essayé de se pendre. Notre chien, un labrador noir, a sauté par-dessus la clôture et sa chaîne était trop courte. Et il s'est retrouvé pendu de l'autre côté. Il s'étouffait. Ça s'est passé 1 heure après notre emménagement. George Lutz raconte ensuite qu'un de ses amis, qui connaissait bien l'histoire de la maison, lui a recommandé de la faire bénir. Le pasteur est venu. Il a béni pièce après pièce. Il est revenu et il nous a dit, à Cathy et moi, de ne pas faire une chambre dans une pièce à l'étage que nous voulions utiliser comme pièce à couture. Il a dit qu'il y sentait quelque chose. Et il a reçu une gifle. Il a entendu des voix qui lui disaient de partir. Tout ça, c'était le premier jour, les premières heures. Lutz affirme que dès les premiers jours, il s'est réveillé régulièrement à 3h15. Il se sentait agité, mal à l'aise. Il entendait des bruits bizarres. Coïncidence, c'est l'heure à laquelle on estime que les meurtres ont été commis. J'ai été très malade dans la maison. Et j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai manqué des jours de travail. Mon hygiène personnelle a changé là-bas. Il subissait des changements de caractère. Il se mettait en colère contre ses enfants. Il se disputait avec Cathy. Il n'arrivait pas à se réchauffer. Il était constamment dehors, à couper du bois, à faire du feu. Cathy allait de pièce en pièce et elle y ressentait des choses différentes. Elle a été enlacée parce qu'elle pensait être une présence, une femme. Quand elle me l'a dit, elle avait très peur. Ça la perturbait beaucoup. Les Lutz racontèrent que des nuages de mouches infestaient certaines pièces. C'est franchement inhabituel en plein hiver. Ils devenaient aussi de plus en plus inquiets devant l'attitude de leur fille Missy. Missy a commencé à expliquer à Cathy qu'elle avait un ami, qu'il s'appelait Jody, et qu'il se présentait à elle sous la forme d'un gros